Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 11e épisode d'Atkins le Plus, le spin-off du podcast Le Film le Plus, dans lequel nous plongeons ensemble dans l'intégralité de la filmographie de l'une des dernières stars de films d'action, Scott Adkins. Je suis Aurel et dans chaque épisode je vous parle de 3 films dans lesquels apparaît l'acteur dans l'ordre de production. L'occasion ainsi de mesurer l'évolution de carrière et d'en connaître un peu plus sur lui et la manière dont sont montés ses films. Et parce qu'il y a longtemps que vous ne m'avez pas entendu, je vous rappelle un petit peu le concept. Pour chacun des films, je donne 4 notes en fonction du scénario, de la réalisation, du jeu des autres acteurs, avant de donner une ultime note liée à la performance de Scott que j'ai appelée la note Adkins. Ça va donc nous donner 4 fois 5 points à répartir pour obtenir une note totale sur 20 et ainsi établir un classement de tous les films de l'acteur. Alors avant toute chose, je tiens à m'excuser de ma longue absence depuis l'épisode 10. J'ai été pas mal occupé ces derniers mois. Ceux qui me suivent un peu sur les réseaux ont pu voir pourquoi, mais je dois vous dire que cette période a été encore plus longue pour moi, tant ça m'avait manqué de vous parler de ce bon vieux Scott. Alors je suis très heureux de vous retrouver pour ce 11e épisode, surtout que pour la reprise, nous allons pouvoir nous mettre dans nos petits chaussons et retrouver pour la 7e fois de notre émission le duo Scott Adkins-Isaac Florentine, cette fois-ci en dehors de tout lien avec New Image ou Millennium Films, mais toujours avec un tout petit budget et avec beaucoup d'action. Alors on va reprendre le fil enfin de cette filmographie, pas comme les autres, avec le film suivant, qui s'appelle Close Range. Hayley, je suis ton oncle. Sors-moi d'ici, s'il te plaît. Attends une seconde. Ce gringo, il a tué plusieurs de mes hommes. Je suis navré de l'apprendre, Seigneur Garcia. Il vous envoie tout de suite sa photo. C'est Colt McCready. Il a été soldat en Irak. C'est ma façon de rendre la justice. Je vous interdis de la toucher. Tu as tué mon frère et maintenant c'est toi que je vais tuer. Il va tous vous tuer. La recette de ce genre de film, on commence à bien la connaître dans l'émission. On n'a pas plus de 3 millions de dollars de budget, 3 semaines de tournage, une histoire prétexte à mettre en scène de l'action, et même ici un décor quasiment unique, celui du ranch du titre, de quoi faciliter la logistique et réduire un peu les coûts en utilisant un décor emprunté à un grand studio. Donc un tournage qui, une fois n'est pas coutume, se déroule loin de l'Europe de l'Est, dans un Los Angeles pas encore décimé par les flammes, mais passons sans plus tarder au point du scénario. Dans Close Range, nous suivons un certain Colton McCready, un personnage interprété par Scott, un ancien soldat devenu hors-la-loi et qui revient mettre ses compétences guerrières pour sauver sa nièce enlevée par un cartel mexicain. En récupérant la clé des menottes sur le corps sans vie du geôlier, il va embarquer avec lui la clé USB détenant des informations particulièrement sensibles. Et tandis qu'il rend sa nièce à sa sœur, il se retrouve assiégé par un shérif et ses adjoints à la solde des trafiquants de drogue, tous en route pour récupérer cette précieuse clé. Derrière cette histoire, on retrouve un certain Chad Lowe qui avait précédemment signé des scripts de DTV particulièrement oubliables comme The Hit List avec Cuba Gooding Jr. ou Six Bullet avec ce bon vieux JCVD, accompagné ici du réalisateur / producteur Shane Dax Taylor qui a signé en 2003 Pris pour cible, un actionneur petit budget avec Luke Wilson et Dolph Lundgren, distribué par Saban Film. Je pense qu'on peut le dire sans trop sourciller, on est peut-être dans ce que le duo Adkins-Florentine a produit de pire en termes d'histoire, de développement de personnages et d'enjeux dramatiques. On parle tout de même de méchants mexicains dont le plan est de kidnapper la belle-fille d'un intermédiaire un peu bené pour lui faire rendre une partie d'une cargaison de drogue ayant disparu, mais qui décide de garder la fille enfermée dans un placard à balai, même après restitution des biens égarés, simplement pour laisser l'occasion aux héros du film de massacrer toute une petite armée mexicaine pour la récupérer. Et comme ce passage ne dépasse pas 10 minutes, on y ajoute une histoire de clé USB dans laquelle se trouvent toutes les informations importantes, comme les adresses des planques, les contacts, les RIB, sans qui en fait tout ce cartel s'effondrerait. À partir de là, le film n'est qu'un enchaînement de scènes où divers protagonistes vont se lancer à l'assaut de Colton, pour généralement 2 par 2 mourir sous ses coups, sa lame ou ses balles. Rien de plus, les personnages ne sont jamais caractérisés, au-delà d'une relation un peu conflictuelle entre Colton et sa sœur qui s'est remariée avec un petit malfrat complètement lâche, après la mort de son premier mari qui lui était un homme bien. Cette fadeur pèse sur tout semblant d'enjeu dramatique et on est honnêtement à la limite du nanar sur les situations et les dialogues, surtout dans sa version française que vous avez pu découvrir dans la bande-annonce mais que je vais prolonger un peu plus tard à travers les extraits.
Tout ça pour vous redire qu'on est très loin de ce que l'on a pu voir, même de plus moyen, et qu'on se rapproche plutôt d'un ninja, voire même pire en termes de scénario. Mais accorder moins qu'un 0,5 sur 5, ce serait manquer de respect à la photocopieuse qui a servi à fournir les scripts à l'équipe du film. Je vais donc lui accorder tout de même 0,5 sur 5 en note scénario. Côté réalisation, Isaac Florentine, lui, il est dans la continuité de ce qu'il nous a montré précédemment et s'entoure par ailleurs d'une équipe qu'il connaît plutôt bien, en reprenant notamment sa compatriote Irit Ratz au montage ou le compositeur Stephen Edwards. Je vais d'ailleurs tout de suite évacuer le sujet du travail de ce dernier. Son mauvais ressucé de musique western que vous devriez entendre en fond actuellement est quand même bien à côté de la plaque et vient un peu plus gâcher les enjeux que le film aimerait donner. Dommage parce que certaines scènes gagneraient clairement en intensité avec une musique au moins correcte quoi. Le budget y est certainement pour beaucoup mais ça vient malheureusement renforcer l'aspect très cheap de l'ensemble du film. De son côté, lui, Florentine, il s'amuse comme à son habitude avec sa caméra, il enchaîne les mouvements accompagnés de ses fameux whoosh signatures, vous savez ce petit bruit à la Parker Lewis ne perd jamais. Il joue aussi avec les zooms, toujours hérité de son passage de la série Power Rangers, et fait même un petit peu de split screen. Surtout, il vient se régaler d'un plan séquence d'ouverture dans un couloir d'hôtel sur lequel le film semble vraiment tout miser, et sur lequel il va d'ailleurs faire toute la promotion. Et effectivement, ce plan d'ouverture, il est particulièrement dynamique et efficace. Tourné en une demi-journée et réalisé en 7 ou 8 prises, la mobilité de la caméra et la chorégraphie des combats donnent vraiment pas mal d'espoir à ce que sera le film. Le problème, c'est que le reste est loin d'être au diapason, et même si Florentine a toujours ce talent certain pour bien filmer les scènes de combat, ça ne suffit pas à faire un film qui se tient de la première à la dernière minute. Globalement, tout le métrage ressemble visuellement à un épisode de Walker Texas Ranger, c'est mal éclairé, c'est fade, et même plutôt longué, malgré ses 1h25 génériques compris. Les coutures sont d'ailleurs parfaitement évidentes et certaines scènes sont clairement là pour étirer la durée globale du film, à commencer par un générique de début qui rappelle lui aussi un générique de série télé, plus ou moins réussi d'ailleurs, mais surtout, et ce n'est pas la première fois qu'on nous fait le coup, on a le droit à un très long passage de présentation de l'équipe de Mexicains, avec une image figée et des noms de personnages écrits sur l'écran. Sur une dizaine de personnages destinés à finir rapidement en chair à canon, c'est difficile quand même d'y voir un intérêt. C'est d'ailleurs Scott lui-même qui avouera en interview que l'équipe s'est tellement concentrée sur les scènes d'action qu'ils ont gardé à l'écran tout ce qu'ils avaient filmé, avec donc des ajouts artificiels au montage pour rallonger la durée du film. Bon, je pourrais encore vous citer longtemps tout ce qui ne va pas dans le film, mais je vais préférer vous parler du seul intérêt du film, à savoir ces scènes de combat qui sont chorégraphiées pour l'occasion par un petit nouveau dans le podcast, Jeremy Marinas, un cascadeur que Scott avait déjà croisé sur le plateau d'Expendables 2, alors qu'à l'époque il assurait les chorégraphies de Jason Statham. Il a d'ailleurs droit à une confrontation mano à mano avec Scott, et elle est plutôt réussie au contraire de tous ces gunfights beaucoup trop nombreux et répétitifs. Bref, vous l'aurez compris, c'est pas un grand film, et vous entendrez à l'extrait qui vient que la VF en fait, fait carrément même changer le film de dimension. You vous le jure, on n'a rien vu venir, le gringo il est sorti de nulle part. Qu'est-ce que tu racontes? Nulle part, ça n'existe pas. C'est pas un tueur d'un autre cartel. C'est pas possible, il y en a pas une seule qui aurait engagé un gringo. Qui c'était la chica? D'où elle sort? C'était la hija de notre intermédiaire à Nogales. Walt Reynolds. Oui. Il manquait de la canne dans la dernière livraison qui a passé par son ranch. Victor pensait que cet enfoiré en avait piqué pour son compte. On a enlevé la fille. On voulait récupérer la dope. Et? Il l'a rendue. Il nous a baratiné que la caisse avait été mal rangée. Ha! Votre neveu savait qu'elle se foutait de notre gueule, alors il a dit qu'on gardait la fille. Pour qu'il mouille un peu son froc. Et je crois que Victor a kiffé la petite conne. Mon frère pouvait avoir n'importe quel putain. Il avait qu'à choisir. Pourquoi il se serait emmerdé avec une gamine ou une blanche en plus? Ça n'a pas de sens, c'est quoi ces conneries? Il était dit ce qui s'est passé, c'est tout. Il nous avait interdit d'y toucher. Alors ça sonne nanar, mais on peut pas vraiment dire que ça en soit vraiment. Le film est bourré de belles intentions, mais se trouve fortement limité par son budget et les limites de son réalisateur dès lors qu'il s'agit de filmer autre chose que des scènes de combat, avec tout le respect que j'ai pour ce sympathique personnage qu'est Isaac Florentine. Tout n'est pas acheté, donc, mais une simple compilation en mode highlights de 5-10 minutes devrait suffire à découvrir tout ce que le film a à offrir. C'est déjà plus quand même que beaucoup d'autres, malgré tout. Je vais donc lui accorder une note réalisation de 2 sur 5. En dehors de Scott qui tient le rôle principal et dont on parlera juste après, le casting est composé de Kathleen Kitts, une actrice dont le principal fait d'armes est d'être apparue dans Kill Bill 2, et qui après Close Range se fera plus connaître dans le milieu du podcast que celui du cinéma.
Là, elle interprète Angela, la sœur de Colton, avec une implication moyenne et un niveau de jeu assez fonctionnel. Sa fille, et donc la nièce de Colton, est jouée par la jeune Madison Lawlor, qui bossera essentiellement pour la télé et qui n'a rien d'autre à jouer ici qu'une jeune fille en détresse. Alors c'est assez rare pour le noter, nous avons, pour une fois quand même, dans un film de Florentine, 2 rôles féminins, avec des temps de présence importants, même si elles ont une importance limitée dans l'intrigue qui est déjà elle-même limitée. Le grand chef du cartel, Fernando Garcia, est quant à lui campé par Tony Perez, qui n'est pas un acteur mexicain puisqu'il est né en Virginie, et que vous avez pu retrouver dans un tout petit rôle dans Scarface, ou plus tard en Prince Henry dans la série Once Upon a Time. Il a clairement l'air de se faire chier tout au long du film, le pauvre monsieur. Ensuite, j'ai dit tout à l'heure, Jeremy Marinas y tient le rôle d'un homme de main mexicain, ce qui n'est clairement pas lui non plus. De toute façon, on lui demande surtout de se battre, et il le fait plutôt bien. Mais les palmes du « qu'est-ce que je fous là, j'aurais dû être comptable » ou chiropracteur reviennent à Nick Schindlund, qui interprète le corrompu shérif Calloway, et que vous avez peut-être pu apprécier en Billy dans le chef-d'œuvre Les Ailes de l'Enfer, ou encore en Tim dans Training Day, ou encore et surtout le terrible Jack LaBotte, qui interprète Walt, le nouveau compagnon d'Angela, à cause de qui toute cette mauvaise affaire se déroule, et qui décrédibilise complètement tout le personnage rien qu'en apparaissant à l'écran. Le monsieur n'a d'ailleurs pas fait grand-chose, puisque son rôle le plus marquant peut-être étant une apparition dans John Rambo. Bon, tout ceci est plutôt limité et je ne vous parle même pas de toute la galerie de personnages plus que secondaires interprétés par une armée de figurants affublés de chapeaux et de chemises à franges. Mais regardez de plus près, il n'y a pas non plus de quoi être étonné quand on sait que la directrice de casting, c'est la même que sur l'horrible film Bad Yankee, qui est dans nos 3 derniers du classement. Les 2 filles au ranch, elles sont toujours en vie. La clé USB, y a quoi dessus? Y a tout. Tout le business. Les noms, les comptes en banque, les adresses de nos planques. Toutes ces informations n'existent que sur cette clé. C'est le seul moyen pour que Garcia les connaisse. Putain. Bon, évidemment, ça vole pas très haut. Mais pour comparer toujours avec Bad Yankee, ça reste toujours un petit peu mieux. Et à l'époque, j'avais donné une note mini de 0,5 en jeu d'acteur. Je vais donc être doublement plus généreux et accorder à l'équipe de ce Close Range un quand même joli 1 sur 5. Atkins, dans tout ça, va donc hériter du rôle principal. Et déjà, ça fait du bien par rapport à l'épisode précédent, même s'il commence à dater un petit peu. En plus de ça, il hérite d'un rôle de producteur exécutif. Il est donc pleinement impliqué dans le développement du film, ce qui prouve une fois de plus la passion et l'investissement qu'il peut mettre dans ses projets. Pas de quoi le rendre riche, pour autant, on va se calmer, même si c'est très difficile de mesurer le retour sur investissement de ce genre de production. Côté look, il arbore un crâne fièrement rasé et une nouvelle fois un joli bouc à la limite de l'anachronique. Le tout agrémenté d'une petite veste en cuir ou en simili, j'ai pas pu la tâter, qui va jamais quitter malgré la chaleur qui semble régner dans cette banlieue de Los Angeles. Il joue une nouvelle fois le anti-héros violent et sans pitié avec ceux qui s'en prennent à ses proches. Un rôle que le film veut mettre en parallèle avec les Ronin, ces samouraïs affranchis, et pour lequel Scott s'inspire de modèles issus du Vigilant Movie à l'américaine, comme Charles Bronson dans Un Justicier dans la ville ou Clint Eastwood de l'inspecteur Harry. On va pas se mentir, on est plus proche des mauvaises suites d'Un Justicier dans la ville que de Dirty Harry, mais c'est une autre histoire. Dirigé par Florentine, c'est pas là que son acting dramatique va vraiment progresser, après tout, c'est pas ce qu'on va lui demander sur ce genre de film. Par contre, on est en droit de demander de la bagarre, et là il y en a. Tout au moins dans 2 passages marquants, le plan séquence d'introduction et son démontage en règle de toute une équipe de narcotrafiquants, et un mano à mano réussi avec Jeremy Marinas. On a aussi 2 cascades impliquant Scott et ses doublures sautant au-dessus d'un 4x4, doublure mais pas que. Surtout le film est blindé d'échanges de tirs où Atkins s'amuse à tirer avec un AK-47, mais tellement que parfois on s'ennuie énormément et on est surtout en attente de grosses tatanes dans la tronche qui malheureusement n'apporteront rien de nouveau à sa panoplie habituelle. Et pire encore, on a à peine droit à quelques coups signature et même pas en plus les meilleurs. Seigneur Garcia, je vous fais toutes mes excuses. J'ai rien à voir avec la mort de vos hommes. C'est ma femme qui a appelé son frère. Il y a eu un terrible, terrible malentendu. Tes excuses, je les accepte, Reynolds. À une condition que tu me dises où se trouve la clé USB que mon neveu Victor portait à son cou. Quoi?
Rien de honteux, mais rien de bien neuf non plus, une performance moyenne qui ne permet même pas de relever le niveau général d'intérêt de ce petit film plutôt oubliable. Je vais donc accorder une note Atkins moyenne à 2,5 sur 5. Un total qui s'élève ainsi à 6 sur 20, au même niveau qu'un film comme La Panthère Rose. Et même si ce Close Range est loin d'être un super film, je préférais quand même 100 fois le revoir à la place de la comédie avec Steve Martin. Surtout compte tenu du très faible temps que Scott y passe à l'écran. Voilà qui place donc Close Range à la 20e place de notre classement. Et donc, très rapidement après le tournage californien de Close Range, Atkins enchaîne avec un nouveau rôle qui l'emmène en Ontario, au Canada, par pure opportunité de jouer, tout simplement, et de croiser également deux anciennes gloires des années 90 qui cherchent quelque peu à poursuivre tant bien que mal une carrière qui semble pourtant bien derrière eux. Mais avant de vous en dire plus, laissez-moi vous parler de ce film qui porte le très doux nom de Home Invasion. Thanks for coming over, especially on a night like this. You had me at wine. Where do you think he's gone this time? He said Shanghai. He always tells me where he's going, but I don't know if it's ever where he actually is. Is that on? 24/7. A little bit of an overkill, but it gives me peace of mind sometimes. Can I help you? Mike Hewitt, home security. They just shot her. I'm gonna help you, and I will get you out of there alive. Anybody home? Who are these people? What do they want from me? Aussi présenté lors de sa sortie en France sous le titre Piège mortel, le film est donc sorti directement en vidéo avec très peu de promotion, et n'apparaissait d'ailleurs même pas dans les fiches IMDb des acteurs concernés avant sa sortie. C'est vous dire toute l'ambition d'un tel projet qu'il me faut à présent vous pitcher. Après un petit carton d'introduction qui nous fait comprendre en substance qu'aux États-Unis, il y a en moyenne un cambriolage toutes les 12 secondes, que la police ne sert pas à grand-chose, mais qu'heureusement, les gens friqués peuvent se payer les services de sociétés de protection privées bien plus performantes, on va suivre Chloé tranquillement installée dans son canapé en train de papoter avec une amie et un verre de Chianti à la main. Alors que la soirée semble se dérouler tranquillement, les deux femmes entendent une voiture klaxonner à l'extérieur. Et comme aucun autre humain normalement constitué, c'est l'ami de Chloé, qui ne vit pas dans la maison, qui se lève, ouvre la porte et s'approche du véhicule sous la pluie avant de se prendre une balle dans le citron, histoire de vérifier s'il y avait quelque chose là-dedans. C'est alors que 3 personnes masquées vont s'imposer de force dans la demeure à la recherche d'un coffre-fort bien planqué. Armée d'un téléphone, déterminée à sauver son beau-fils pourtant pas très sympa avec elle, et face à des services de secours impuissants parce que bloqués de l'autre côté d'un pont en raison d'une tempête, Chloé va se faire assister à distance par un expert en sécurité privée, prêt à tout pour sauver cette petite famille recomposée. Et en même temps, il est payé pour ça. Ce scénario, probablement destiné à vendre des prestations vérissures aux femmes au foyer américaines, on le doit à un certain Peter Sullivan, qui au-delà du fait d'avoir une tête de comptable, est producteur de près de 190 téléfilms et scénariste de plus de 130 d'entre eux. Rien que pour l'année dernière, le bonhomme en a signé 10. Et dans cette liste à la Prévert, on trouve des titres aussi alléchants que Un Noël mortel, L'amour au premier mensonge, Ma fille sous l'emprise de son petit ami, Mon prince de Noël, Le chien qui a sauvé le thé, bref, les adeptes de téléfilms de l'après-midi ont forcément croisé ce monsieur quelque part. Et quand on fait un tel abattage, c'est vrai qu'on ne doit pas avoir trop de temps pour développer ces personnages ou proposer des situations un tant soit peu originales. Alors ici, on a droit à une employée de téléalarme complètement paniquée dès le premier appel à l'aide, qui laisse sa place à un vrai bonhomme qui connaît son métier, tandis que les victimes vont se balader d'une cachette à une autre pendant que 3 méchants vont déambuler dans la maison avec des détecteurs de métaux à la recherche d'un coffre-fort, pour finir par se prendre la tête entre eux en fait, parce que personne n'arrive à ouvrir ce fichu coffre-fort. Tout est bien calibré pour répondre à un cahier des charges tout en profitant au passage pour faire la promotion de l'autodéfense et surtout du recours à des sociétés privées pour assurer un service public défaillant. Bon, désolé, mais ça met le fonctionnaire que je suis en colère. C'est même tellement sur des rails que les éléments un tant soit peu originaux, comme le fait que Chloé ne soit pas la mère du jeune Jacob, mais la dernière épouse du père, tout cela a été ajouté en dernière minute sur le set pour justifier un peu plus la relation conflictuelle entre les deux. Pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que c'est ultra feignant et que l'histoire fait surtout déambuler ses personnages dans différentes pièces pendant tout le film, de manière assez longuette.
Mais au moins, il n'y a pas d'histoire de clé USB très importante, donc je vais lui accorder 1 sur 5 pour valoriser aussi le fait que au moins toute l'histoire est dans le titre et que chacun y va en toute connaissance de cause. La réalisation est signée d'un certain David Tennant. Alors, les fans de Doctor Who peuvent tout de suite rabaisser leurs oreilles, ce n'est pas celui auquel vous pensez. Ce David Tennant-là est un très modeste téléaste qui a dû être au bon endroit au bon moment pour faire ce film avant de complètement disparaître des radars d'IMDb à la suite de ce Home Invasion. Faut dire que ce n'est pas facile de marquer les esprits avec un tel sujet, et pour quasi seul décor une maison bourgeoise sans aucune personnalité ni originalité, et donc l'unique utilité semble être de ressembler aux intérieurs rêvés du public cible du film. La photo et la lumière sont également juste fonctionnelles. Il faut dire que le directeur photo Toby Gorman a aussi été directeur photo sur une 40aine d'épisodes d'une obscure série Disney intitulée Gabby Durand, babysitter d'extraterrestres, que le montage est assuré par un type qui a monté Alien Agent, Malibu Shark, dédicace à Rico d'ailleurs de Shark Parade, ou encore de téléfilms au titre aussi ronflant que Coup de foudre et chocolat, Coup de foudre orange, ou encore Coup de foudre 7 et match. Une trilogie qui n'en est pas une et qui donne vachement envie. Voilà, comme j'ai pas grand chose à dire, je vais juste vous préciser que le compositeur de la musique que j'espère pouvoir vous mettre en fond et qui n'est pas si horrible, c'est signé un certain Robert Smart, sur lequel j'ai pas d'autres informations à vous donner puisqu'il n'a semble-t-il rien signé d'autre. Bonsoir, je peux vous aider? Ouais, lève-toi. Je veux pas avoir de problème. Alors tourne-toi. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. J'ai des enfants et un chat. T'inquiète pas, les chats s'en sortent très bien tout seuls. À l'image, le film est au moins professionnel, mais à part le fait que ce soit capté par une caméra et à peu près éclairé comme un long métrage de fiction, on ne peut pas vraiment parler de réalisation, tout juste de production de contenu pour la télé, ce qui fait que le film est vraiment chiant, sans pour autant être honteux, je l'ai déjà dit. Je vais donc lui donner la note quand même sympa de 1,5 sur 5. Le casting, c'est peut-être la partie la plus intéressante du film, puisqu'il a l'avantage de mettre un peu de pain dans l'assiette d'anciennes petites gloires des années 90, à commencer par l'ancien meilleur ami de Kiefer Sutherland, avant qu'il lui pique sa fiancée Julia Roberts, ça c'était pour le petit côté gossip, à savoir donc Jason Patric, qui commence à faire parler de lui à la fin des années 80 avec Génération Perdue, puis enchaîné dans les années 90 Geronimo, Les Chemins de la Liberté, Sleepers, avant que ce ne soit le début de la fin, au moment où il va remplacer Keanu Reeves dans le fameux Speed 2 de Yann de Bont. Après ça, il va cachetonner toute sa carrière et deviendra une figure du caméo avec des apparitions dans la série Entourage ou plus récemment dans le film phénomène Terrifier 3. Bon, visiblement impliqué dans Home Invasion pour pouvoir pointer des heures d'intermittence, Jason ne croisera qu'une part très secondaire du casting, lui qui va tourner ses scènes dans un autre studio, puisqu'il interprète, sans trop y croire donc, un expert de la télésurveillance, prêt à enchaîner les services au détriment de sa vie de famille pour être sûr que les Américains friqués soient parfaitement protégés par la compagnie qu'il emploie. Le spectateur y croira autant que lui a l'air d'y croire, coincé sous un micro-casque derrière lequel il n'interagira même pas avec l'actrice principale du film, en tout cas pas en vrai, donc l'actrice principale qui est l'ex-mannequin canadienne devenue figure de la science-fiction pour son rôle dans les 3 premiers films de La Mutante. Vous l'aurez reconnu, je veux bien sûr parler de Natasha Henstridge. J'en avais déjà parlé dans le film Plus pour son rôle dans Risque Maximum aux côtés de JCVD, mais notez qu'au moment où elle interprète Chloé, en prenant au passage un rôle de productrice, parce que sur un malentendu on sait jamais ce qui peut se passer, Natasha oscille entre apparition dans des séries télé de seconde zone et téléfilms pour le câble, ce à quoi ressemblera tout le reste de sa carrière d'ailleurs. Elle s'implique autant qu'elle le peut, à un niveau plus important que Jason, d'ailleurs, à tel point que la seule interview que j'ai pu retrouver sur le net concernant ce film, c'est elle qui l'a donné pour un blog cinéma à l'époque de la sortie US. On va pas donc lui enlever son implication et son jeu sérieux, qui fait probablement que le film parvient à rester digne, malgré sa modeste vocation. Madame Page! J'ai une jolie petite surprise pour vous, Madame Page. Allez, parle! Maman! Bon, tout ça a un peu trop duré. On en a tous marre, alors cette fois, j'irai droit au but. Montrez-vous immédiatement, ou sinon, je lui mets une balle dans la tête, et ce sera la fin des McPherson. Est-ce que c'est clair? Vous avez 3 secondes, et bientôt 1 de moi. Chloé, ne sortez surtout pas. Il faut qu'on fasse quelque chose. S'ils vous voient, s'ils vous prennent en otage, c'est fini. Vous n'aurez plus aucun recours. C'est un cauchemar.
Et voilà, ça fait 3. Si vous sortez maintenant, vous êtes tous les deux perdus. Je suis là, ne tirez pas, je vous en prie, je suis là. Ne tirez pas, je vous en supplie, s'il vous plaît, ne faites pas de mal. Je ne vais pas m'attarder sur le reste du casting, puisque de toute façon, vous ne les connaissez pas, moi non plus, et qu'ils ne gagneront jamais l'Oscar. Je vais donc donner 1,5 points sur 5 pour la volonté de faire de Natasha, et passer très rapidement à la catégorie finale, à savoir la note Atkins. Soyons brefs, soyons concis, Scott interprète Eflin, le chef des méchants déterminé à passer le détecteur de métaux dans toute la maison en prenant le plus de temps possible pour atteindre les 1h30 du film, tout en roulant entre deux des pelles à sa méchante copine avec laquelle il n'est d'ailleurs pas toujours très sympa. C'est clairement le meilleur acteur masculin du film, il est d'abord masqué puis se fait passer pour un bonhomme tantôt sûr de lui, tantôt énervé puis stressé. Il développe une palette de jeux sérieuse mais très limitée, se balade avec des gants de cuir et un flingue à la main, mais en dehors d'une toute petite tarte donnée à son équipier, pas de bagarre à se mettre sous la dent. Et comme tout bon méchant de téléfilm, il va pas triompher à la fin face à l'héroïne. Coucou ma chérie. Coucou papa. Quoi, tu n'es pas encore au lit? T'es toujours au travail? Oui, J'arrive pas à dormir. J'ai envie de te voir. Je serai bientôt à la maison. Je t'aime, papa. Moi aussi je t'aime, chérie. Tu as réussi. On a réussi. Un rôle très mineur donc dans la filmographie de Scott, qui a pris son petit chèque pour quelques semaines de tournage pour un film dont il ne parlera pour ainsi dire quasiment jamais, qui lui permettra de faire le pont entre deux films sans rester inactif, et pour une fois en restant en Amérique du Nord. Il s'acquitte de la tâche avec sérieux et malgré son temps à l'écran souffre d'une sous-exploitation honteuse par rapport à son talent, qui font que je vais accorder une note Atkins de seulement 1,5 sur 5. Voilà donc un total de 5,5 points, au même niveau qu'un Special Force ou qu'un Extreme Challenge, ce qui nous fait revenir bien loin au début de cette émission. Et comme je préférerais largement revoir Scott se battre dans les deux films précités, je vais le placer juste en dessous, à la 24e place du classement, et surtout je vais pouvoir passer au film suivant. Et après ce tournage alimentaire, Scott se prend à peine quelques jours de vacances avant d'atterrir en lieu sûr dans un pays sans qui le monde merveilleux du direct-to-vidéo n'aurait pas le même visage, sans qui ce podcast n'aurait pas la même saveur, ce petit pays européen au bas salaire, aux jolis avantages fiscaux et aux grands studios, vous l'aurez compris, nous voici de retour en Bulgarie. Et quitte à faire dans l'habituel, le rassurant, le cotonneux, c'est le moment de revenir dans le monde merveilleux des suites au rabais que personne n'attendait, avec le dernier film de cette sélection, le bien nommé Jared 3, Le Siège. All right, Marines. We're on foreign soil, boys. Biggest mistake you can make is not being prepared. How bad is it? We are completely overrun and held up in the safe room. Keep it locked down until we get there? Locked and loaded. On me. We're pinned down. En 2005, Sam Mendes, futur réalisateur de deux de mes plus gros chocs ciné de ces 15 dernières années, à savoir Skyfall et 1917, fait parler de lui avec un drame militaire traitant du quotidien pas toujours reluisant des soldats américains en attente de mission pendant la guerre du Golfe, intitulé Jared, la fin de l'innocence. Porté par un casting solide emmené par Jake Gyllenhaal et Jamie Foxx, le film aura un succès d'estime avec 97 millions de dollars de recettes mondiales pour un budget de 70. Alors que le film se suffisait parfaitement à lui-même et commençait même petit à petit à se faire oublier, deux producteurs du nom de Jeffrey Bish et Philip G. Roth, les deux génies du mal derrière la société de production UFO, à qui l'on doit entre autres la fameuse trilogie Python-Boa et Boa versus Python, seuls les vrais savent, récupèrent les droits de ce qu'ils vont alors transformer en franchise d'action militaire à petit budget, d'abord en 2014 sous la caméra du réalisateur de Mission Alcatraz, le film avec Steven Seagal, 2 ans plus tard avec le film qui nous intéresse, puis clôtureront tout cela, enfin on l'espère, en 2019 avec Jared Law of Return, qui signe le retour de Don Michael Paul, le réalisateur du second volet derrière la caméra. Mais revenons à nos moutons du désert et décortiquons un petit peu ce Jared 3.
L'histoire est écrite par 2 auteurs spécialistes de l'opportunisme et du petit budget, des employés dociles et efficaces habitués à pondre des trames au service d'un produit destiné à remplir les catalogues vidéo. Au premier, Michael D. Weiss, nous devons l'infâme crocodile de Toby Hooper, US Seals 2, dans Isaac Florentine pré-collaboration avec Atkins, mais aussi Souviens-toi l'été dernier 3, L'effet papillon 2, Hostel 3 ou Le Roi Scorpion 4, des films dont beaucoup d'entre vous ignoraient l'existence, voire même l'intérêt d'en avoir l'idée. Le pédigré du second, Chad Lowe, on en a déjà parlé, ça vaut le détour, puisque même si on ne trouve pas de franchise qui se poursuive sur le marché de la vidéo, il est le responsable du nanardesque scénario de Close Range et de sa clé USB, on vient d'en parler, mais aussi de Blackwater qui semble être, à en croire l'ami Benjamin dans son podcast Vandame Express, l'un des pires JCVD qui soit, malgré le partage de l'affiche avec ce bon vieux Dolph Lundgren. Ce duo du choc nous raconte donc l'histoire du soldat Albright, un jeune marine arriviste qui débarque dans une ambassade américaine située dans le Moyen-Orient de la Bulgarie. Nous y suivons son entraînement et découvrons son manque total de respect des consignes et de protection de ses coéquipiers, ce qui lui vaut quelques problèmes. Alors qu'il suspecte que des terroristes locaux préparent quelque chose contre l'ambassade, Albright ne sera pas écouté jusqu'à ce que commence le siège cité dans le titre et que notre tête brûlée doive alors ranger son ego de côté pour protéger l'ambassadeur et ses Ferrero Rocher. Loin du pamphlet anti-guerre qui était le premier film, Jared 3 se lance à corps perdu dans la glorification du décorum militaire, du moins autant que ses accessoires le permettent, et n'a d'autre ambition que d'être un film d'assaut, de siège, très proche de ce que sera 13 Hours de Michael Bay, mais avec un budget bien différent. Le tout est clairement composé en 2 parties distinctes, une première, un premier tiers sur la formation du groupe de soldats, leur entraînement de base, sous forme de training montage d'ailleurs, des échanges verbaux virils et puérils, avant d'enchaîner sur une seconde partie déroulant de l'action quasiment non-stop. C'est pas grand chose, mais ça a au moins le mérite de ne pas être trop bête et de garantir un rythme suffisamment soutenu pour ne pas susciter l'ennui. Et vu tout ce qu'on a traversé ensemble ces derniers temps, ça vaut au moins un bon 2 sur 5. C'est un certain William Kaufman qui reprend le flambeau de la réalisation, un artisan de la vidéo qui sort tout droit de la franchise de la WWE The Marine avec un 4e épisode qui mettait en vedette l'insupportable Mike The Miz Mizanin en lieu et place de John Cena, l'acteur du premier film, et qui enchaînera ensuite sur d'obscures productions où se croiseront des vieux briscards du genre comme Cuba Gooding Jr., Dolph Lundgren, Armand Assante, Luis Mandylor ou encore ce bon vieux Jason Patric. Mis en image avec son fidèle directeur photo Mark Rutledge, le film se tient étonnamment plutôt bien à l'image et c'est déjà un bon point. Il y a du rythme, une musique plutôt pas mal signée Frederick Widman, un habitué du genre mais aussi des séries animées. Ça se gâte un petit peu dans les scènes d'action malheureusement avec cette foutue shaky cam qui vient pour cacher un peu la misère, des effets digitaux à la hauteur du budget, et un abus de son numérique et surtout un décor limité dans ses extérieurs à une rue en fait du Moyen-Orient et quelques commerces reconstitués en studio à Sofia, et ça se voit un petit peu. Et les intérieurs, eux, ils sont essentiellement constitués de couloirs et de bureaux plutôt déprimants et même moins motivants que l'espace de caméra café. Le film se paye malgré tout le luxe de proposer toute une seconde moitié de film entièrement basée sur de l'action, avec de vraies explosions, des échanges de tirs pas toujours très heureux dans leur gestion topographique, et un art pour masquer la misère plutôt intéressant. Sergent, vas-y, range-moi ta merde, on a du boulot ici, compris? Ces gars-là, ils vous voient comme le Dalai Lama des Marines. Qu'est-ce qui fait un grand marine? Donnez-nous juste une info. Vous voulez vraiment savoir? Ouais. Des céréales avec plein de fibres. Quoi? Parce que si tu chies pas bien, alors tu dors pas, tu marches pas et tu te bats pas bien non plus. Il faut une défécation régulière et saine. Voilà la clé. Et non, je te raconte pas de la merde. Putain, c'est quoi ton problème? Ça va pas, qu'est-ce que tu fais là? Calmez-vous quoi? Comment toi tu m'as raconté les suites? Toi, tu fais les matadors ici. Vous lui la paye, t'as rien fait. Allez, va te calmer là, va. Vous avez entendu? Bien dormir et bien chier, c'est la clé. Hashtag Oura. Pour son rythme, sa générosité et parce qu'il ne prétend pas faire autre chose qu'un film d'action militaire à petit budget et le fait plutôt bien, sans occulter non plus tout ce qui ne va pas, je vais quand même lui accorder une note réalisation de 2,5 sur 5, et je vous propose de passer à présent au jeu d'acteur. Vous vous souvenez forcément, si vous êtes à peu près de ma génération, du personnage de Rufio dans Hook de Steven Spielberg. Eh bien, vous l'ignorez peut-être, mais son interprète, Dante Basco, a continué à bien bosser après ça, principalement pour la télévision, les jeux vidéo et les séries animées, notamment dans l'univers de Star Wars, mais a aussi endossé pas mal de second ou de troisième rôles dans des petites productions,
dont ce Jared 3, dans lequel il interprète Blake, un employé de l'ambassade qui se la joue blogueur de bas étage en filmant tous les employés présents dans leur vie quotidienne, et ensuite dans l'assaut final. Un rôle assez insupportable et une interprétation à la hauteur du rôle. Vous avez pu l'entendre dans l'extrait juste avant. Mais le personnage principal du film, Albright, est lui campé par un certain Charlie Weber, sorte d'archétype américain du genre à avoir été quarterback dans son équipe de lycée et s'être fait les croisés avant d'avoir pu obtenir une bourse, vous voyez le genre. Son manque de charisme et l'absence totale d'empathie dégagée par son froncement de sourcils permanent viennent pas mal gâcher les quelques qualités du film. Sa carrière parle également pour lui, parce qu'en dehors du personnage de Ben dans 14 épisodes de Buffy contre les vampires, puis un enchaînement d'apparitions one-shot dans des séries télé à succès, on a pu croiser le bonhomme dans Sex Intention 3, dans la parodie de Twilight Mors-moi sans hésitation, ou encore dans After chapitre 2. Mais certains d'entre vous le connaissent peut-être toutefois pour son rôle de Frank Delfino dans la série Murder. Au-delà du jeu exposé dans le film, c'est le rôle de jeune premier fraîchement arrivé qui pose un problème, notamment lorsqu'il partage l'affiche avec Scott Adkins, qui joue son supérieur et quelqu'un d'expérimenté alors que les deux acteurs n'ont que 2 ans d'écart et que Weber paraît même plus vieux à l'écran. Dans ce monde de mâle alpha, il fallait bien un personnage féminin pour tenter d'équilibrer même très légèrement les rôles, et c'est à l'actrice Sacha Jackson, 27 ans à l'époque, que revient cette lourde tâche de camper un personnage à la fois d'une grande froideur, mais aussi sexy, dont la séduction relève du défi pour tous ces militaires dopés à la testostérone. Bref, vous voyez le genre, et cette comédienne qui était jusque-là apparue dans des titres comme Blue Crush 2, l'attaque de la Pom-Pom Girl géante ou Extracurricular Activities, s'en sort comme elle peut en cherchant parfois à en faire des tétraquès. Et puis enfin, il me faut évoquer l'apparition de Dennis Haysbert, le président Palmer de la série 24 heures chrono, apparaissant au chausse-pied dans le film histoire de donner un peu plus de crédit à la jaquette du film et faire un semblant de lien avec le film de Sam Mendes, puisque Haysbert est le seul acteur rescapé du film original. Débarquant à l'écran dans la deuxième partie du film en tant que Major Lincoln, censé dépêcher en urgence une équipe de sauvetage, on verra clairement que l'acteur et les quelques autres personnages à ses côtés sont dans un tout autre lieu de tournage, et bien qu'on aura droit à des mises à jour téléphoniques de sa position pour nous signifier qu'ils seront bien en route, l'équipe de secours va finir par débarquer une fois la bataille terminée, d'abord dans un dialogue en champ contre champ où l'on voit très nettement que les acteurs ne sont pas du tout face à face, et d'ailleurs ils vont même pas se serrer la main, puis dans une sorte d'épilogue après le combat dans l'unique décor de rue moyenne-orientale. On imagine sans difficulté l'agenda, des difficultés d'agenda qui ont réduit la présence de l'acteur sur le sol bulgare à une seule journée. Et quant à sa prestation, il fait le minimum syndical et il a très clairement l'air de n'en avoir rien à faire de tout ce qui se passe, si ce n'est qu'il y a un chèque à prendre à la fin. Je sais que vous pensez que vous êtes attaqué par des envahisseurs venus de l'enfer. Et pourtant, c'est ma patrie que vous avez envahie. Et maintenant, vous avez même envahi ma propre famille. Mon frère était un vrai djihadiste, un guerrier. Mais votre poison l'a transformé. Et notre sang n'est plus le même maintenant. Est-ce que tu m'entends, petit frère? On n'est plus de la même famille. Sache que tu es mort pour notre père. Et tu es mort pour son fils. Et bientôt, Jamal, tu seras mort pour tous. On est en plein milieu d'une putain de guerre civile. Tu m'étonnes. Le reste du cast, tout aussi télévisuel, est parfaitement oubliable, et il serait injuste d'être trop sévère. Il ne faut pas non plus occulter la qualité générale du film. C'est pourquoi j'attribuerai un 1,5 sur 5 en jeu d'acteur. Voyons maintenant si Scott parvient à rehausser un peu plus le niveau. Atkins est donc le sergent Gunny Rains, chef des opérations au sein de l'ambassade et instructeur auprès de la bande de Bidas à sa disposition. Un rôle qui ne nécessitera pour lui pas de préparation particulière, pas d'extravagance capillaire, et qu'il va assurer comme à son habitude avec le plus grand des sérieux. Il est crédible lorsqu'il fait la leçon à ses hommes, et malgré quelques images d'entraînement physique, pas de corps à corps à se mettre sous la dent, pas de coups de pied retournés, l'acteur passant l'essentiel de son temps en tenue militaire, les mains dans le dos ou posé autour d'une gâchette, un bon gros flingue qui déboîte. Il sera finalement au cœur de la scène émotionnelle du film, qui, vous l'aurez compris, se terminera sans lui. Un rôle assez important, une présence sur l'affiche, un jeu d'acteur toujours aussi bon, mais une sous-utilisation de ses capacités plutôt regrettable pour les bourrins que nous sommes. Vous massacrez des innocents et embrigadez les autres dans votre fuite en avant sauvage. Et que vous vouliez nous tuer, nous les diables qui tenons des armes, ça au moins je peux le comprendre. Mais un centre commercial, les tours jumelles, des journalistes, l'aide humanitaire.
Vous n'êtes qu'une bande de petites tapettes trop lâches pour s'attaquer à ceux qui pourraient vous combattre. Ce n'est pas un combat pour la liberté, Khaled. Ce n'est rien qu'un simple combat. Sans aucune fin, sans vainqueur et sans aucun espoir. Le seul moyen d'en finir, c'est de débarrasser notre terre de tous les étrangers qui l'ont envahie et de tuer le Sarra qui se fait encore appeler mon frère. Rien de bien mémorable une nouvelle fois, on est dans un rôle à la hauteur de la phase de la carrière que nous traversons actuellement, dans un entre-deux un peu frustrant, mais bon, il faut bien l'aborder. J'ai donc choisi de lui attribuer une note Atkins de 2 sur 5. Alors bon an mal an, Jared 3 obtient la meilleure note de cette sélection, en tout cas de la sélection du jour, avec 8 sur 20, comme d'autres films du haut du ventre mou, comme The Tournament, La Légende d'Hercule ou La Crypte du Dragon. Je vais donc le placer entre ces deux derniers à la 15e place. Alors si je récapitule, on retrouve donc Close Range 21e, Home Invasion 25e et Jared 3 15e d'un classement toujours dominé par Universal Soldier 4, Undisputed 2 et Zero Dark 30. Pas de changement de vent ni dans les 10 premières places. Peut-être que notre prochaine sélection changera la donne. Celle-ci devrait être en effet assez costaud puisque, sauf erreur, on devrait y retrouver Undisputed 4, Chasse à l'homme 2 et Doctor Strange. Donc autant vous dire qu'il y en aura pour tous les goûts. Et j'espère donc que cet épisode de retour vous aura plu autant qu'à moi. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de vous retrouver. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à commenter sur les réseaux et à vous abonner à nos émissions. Ça nous donne vraiment de la force pour continuer, je vous l'ai déjà dit. Mais il est toujours important de le rappeler. Vous pouvez d'ailleurs dès à présent retrouver le classement complet sur la page Sens Critique du podcast. Je vous mets de toute façon, comme d'habitude, les liens en description. On se retrouve au plus vite, j'espère, avec un espacement beaucoup moins long. Donc à très vite pour un prochain épisode, et en attendant, vive la bagarre!